Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, avant de commencer, je voudrais demander au greffier d'audience s'il pouvait donner accès à notre case manager, puisque notre présentation sera soutenue par un PowerPoint tout au long de la présentation. Oui, est-ce que vous pouvez procéder alors à ça? Oui, pas de problème. Je vous remercie. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, et la logique qui sous-tend les accusations du procureur. En premier temps, revenir sur l'exposé des faits du procureur. Au paragraphe 3 de son document contenant les charges, auquel nous nous référons ici, si vous le permettez, par l'abréviation DCC, le procureur expose les faits de manière parcellaire, omettant des faits et des événements essentiels à la compréhension de cette affaire. Sans véritable rappel de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, on ne peut comprendre la crise post-électorale de 2010. La crise post-électorale de 2010 n'est pas, hélas, la première tentative de déstabilisation du pouvoir en place qu'a connue la Côte d'Ivoire. Les premiers troubles datent de 1999, comme le rappelait la représentante légale des victimes. Le 24 décembre 1999, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, bras droit et ancien garde du corps d'Alassane Ouattara, organisait un coup d'État contre le président Konan Bédié. Il s'agissait de mettre au pouvoir le général Gueye. Le coup réussit, mais le général Gueye se retourna contre ses créateurs, qui s'enfuirent d'où ils venaient au Burkina. En septembre 2002, les mêmes séditieux, réarmés, réorganisés, pénétraient à nouveau la Côte d'Ivoire et tentaient de renverser le général Gueye. C'est le coup d'État, dit du cheval blanc. Cette fois-ci, le coup échouait. Débarrassé de la présence menaçante des rebelles, le général Gueye organisait en octobre 2000 des élections démocratiques que remportait le président Gbagbo le 26 octobre 2000. La tâche du président Gbagbo était lourde. Panser les plaies résultant des combats, redresser le pays épuisé par la gabegie et les désintérêts de ses gouvernants successifs. Le président y avait autant plus de mérite que ceux qui voulaient faire main basse sur la Côte d'Ivoire ne désarmaient pas. Les éternels séditieux, dirigés par Ibé, recrutés, formés, équipés et armés au Burkina Faso, des soldats qui devaient lui permettre de prendre le pouvoir. Il le faisait pour le compte d'un homme, Alassane Ouattara. Zakaria Koné, chef rebelle, ne s'en cachait pas. Lors d'un meeting enregistré en vidéo, il expliquait que si vous supportez le MPCI, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, ne le faites pas pour Zakaria, ni pour Ibé, ni pour quelqu'un d'autre, sinon pour celui qui a acheté nos armes, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Et il ajoutait que lorsque les rebelles étaient en exil, Alassane Ouattara s'occupait d'eux et que pour ce faire, il leur apportait la somme de 25 millions de francs CFA chaque mois. Ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux de Koné Zakaria. Nous allons vous montrer une vidéo. Abdoulaye Traoré, ancien chef de guerre contrôlant Mans et ses environs, racontait lui aussi qu'avant 2002, chaque fin de mois, Alassane Ouattara déboursait la somme de 25 millions de francs CFA pour
notre nourriture, il nous a armés. Ce sont les armes qui ont fait qu'il est devenu un candidat exceptionnel. Le premier coup d'État contre le président Gbagbo ne se faisait pas attendre. En janvier 2001, les troupes rebelles envahissaient le nord du pays et progressaient vers Abidjan. Les forces régulières, ayant réagi à cette nouvelle tentative de coup d'État des rebelles contre le pouvoir en place, coup d'État connu sous le nom de la Mercedes noire, en référence à la voiture d'Ibé, elle échouait. Néanmoins, il est clair que cette tentative de coup d'État ne serait pas la dernière. Dès lors, les ennemis du président Gbagbo n'auront de cesse de tenter de délégitimer le président Gbagbo par tous les moyens, et d'abord par des campagnes de presse fondées sur des accusations les plus outrancières. Ces campagnes commencèrent avant septembre 2002 et continuèrent après. Il était par exemple allégué l'existence de soi-disant escadrons de la mort, affirmation encore reprise avant-hier par le procureur. Au contraire de ce qu'avance le procureur, la justice française, saisie de ces allégations mensongères, condamnée pour diffamation le 5 avril 2006, le journal Le Monde. Ce journal avait évoqué ces soi-disant escadrons de la mort au mois de février 2003, dans un article intitulé « Gbagbo, Simone, Dieu et le destin ». Le 15 juin 2006, la Cour d'appel de Paris, condamnée encore pour diffamation, mais cette fois-ci le journal L'Express, qui avait publié le 26 février 2003 un article intitulé « La Côte d'Ivoire en crise, Simone Gbagbo, femme fatale ». L'objectif de cette campagne de diffamation était clairement de délégitimer le président Gbagbo, pour ensuite le chasser du pouvoir. Or, les campagnes mensongères lancées contre le président Gbagbo n'eurent pas l'effet escompté. Le peuple ivoirien lui témoignait à nouveau sa confiance lors des élections locales tenues en juillet 2002, son parti étant arrivé en tête. Il ne restait alors que la force. Le recours à la force était d'autant plus facile que le président Gbagbo ne se méfiait pas. Au contraire, dans un souci d'unité et malgré sa victoire électorale, le président Gbagbo a intégré des ministres d'opposition au gouvernement. C'est dans ce contexte qu'intervenait un nouveau coup d'État contre le pouvoir en place. Alors que le président Gbagbo se trouvait en visite d'État en Italie, des troupes nombreuses et bien équipées, composées d'Ivoiriens recrutés dans le Nord, de Burkinabés, de Libériens et d'autres mercenaires, pénétraient en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. En quelques jours, les rebelles s'emparaient du nord du pays et massacraient sans merci les représentants des autorités légitimes et la population civile, commettant exécutions sommaires, des actes de torture et de cannibalisme, des mutilations. Tous les villages de la région de Douékoué étaient mis à feu et à sang. Par exemple, dans le village de Diaouin, une attaque des rebelles, le 19 septembre 2002, faisait 30 morts, tous des Wé, avant égorgés, brûlés vifs ou jetés dans des puits. Entre le 6 et le 9 octobre 2002, un charnier était retrouvé au cimetière communal d'Ar-es-Salam à Bouaké, contenant environ 90 corps. Il s'agissait de 48 gendarmes et 37 membres de leur famille. Au début du mois de novembre 2002, après l'attaque contre Bouaké, les rebelles attaquaient le village de Sémien, où ils pillaient et incendiaient les maisons, enlevaient ou brûlaient le cacao et assassinaient encore 35 civils. Mais à Abidjan, les violentes attaques furent repoussées et les rebelles durent fuir vers le nord.
le pays était désormais coupé en deux. Il est important de comprendre qu'il s'agissait donc à chaque tentative de coup d'État de se saisir du pouvoir. Il est important de constater que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont à l'origine de ces coups d'État, que ce soit contre le président Bédié ou le président Gbagbo. Le procureur se contente du paragraphe 3 de son DCC, et je cite, qu'en 2002, un coup d'État a entraîné la fragmentation des forces armées ivoiriennes et s'est terminé par une division de la Côte d'Ivoire en une zone sud tenue par le gouvernement et une zone nord contrôlée par les rebelles. Il se garde bien d'expliquer ce qu'impliquait cette partition du pays pour la population ivoirienne. Après le coup d'État du 19 septembre 2002, le pays était divisé en deux et le nord était mis en coupe réglée par les nouveaux maîtres. Qui sont ces chefs rebelles? À aucun moment, le procureur ne prend la peine d'expliquer qui sont ces chefs qui contrôlent le nord de la Côte d'Ivoire. Il nous appartient donc, ici, de combler ces oublis. Les forces rebelles du Nord sont dirigées par des chefs de guerre, pour la plupart soupçonnés de crimes de masse par les organisations de défense des droits de l'homme. Guillaume Soro. En septembre 2002, Guillaume Soro était le secrétaire général de la rébellion, qui s'appelait alors le Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, et qui deviendra par la suite les Forces nouvelles. Il était donc impliqué dans la stratégie générale des forces rebelles et dans les luttes internes sanglantes dont les civils étaient les premières victimes. D'ailleurs, il reconnaît lui-même. C'est vrai qu'en 2002, il y a eu des tueries, avec une rébellion. Mais on a eu une loi d'amnistie et un accord politique qui a absous les faits. C'est la pièce 44-98 de la Défense. En tant que chef des forces nouvelles, il savait donc que de nombreuses exactions étaient commises dans le nord du pays, qu'il bénéficiait d'un système de raquettes généralisé. Au lendemain des élections de 2010, Alassane Ouattara le nomme Premier ministre et ministre de la Défense. Il a donc, sous son commandement, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRCI, qui vont perpétrer de nombreux massacres, par exemple à Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les 29 et 30 mars 2011, au moins 800 personnes ont été tuées. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, position grâce à laquelle il jouit de l'immunité parlementaire. Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, nous l'avons dit. Ibé était le bras droit et l'ancien garde du corps d'Alassane Ouattara. Ibé était aussi, avec Guillaume Soro, l'un des principaux acteurs du coup d'État du 9 septembre 2002. Or, Guillaume Soro et Ibé se disputaient la tête de la rébellion. La rivalité entre les factions pro-Soro et pro-Ibé fera de nombreux morts. International Crisis Group, dans un rapport du 22 avril 2008, recommandait même au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions contre Ibé parce que ce dernier avait tenté de déstabiliser le processus de paix. Lors de la crise post-électorale, Ibé dirigeait le commando invisible, qui s'illustra dans les exactions les plus graves contre les populations civiles en janvier, février et mars 2011. Soumaïla Bakayoko, il était le chef d'état-major des forces armées et des forces nouvelles, les FAFN. Son quartier général était basé à Bouaké, où il contrôlait 10 zones rebelles.
Il était donc en charge de l'armée et de l'administration parallèle qui s'était mise en place dans le nord du pays. Les forces nouvelles, sous son commandement, pillaient, rackettaient, volaient, tuaient, massacraient, brûlaient. Nous y reviendrons. Alassane Ouattara, le nommé le 7 juillet 2011, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la plus haute position dans les forces armées de la République de Côte d'Ivoire, poste qu'il occupe depuis lors. Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden. Il était un des commandants du groupe rebelle nommé le MPJ, le Mouvement pour la justice et la paix, actif dans la ville de Mans, située à l'ouest du pays. Par la suite, il devient comme zone d'Odiéné, une région à la frontière du Mali et de la Guinée. Ousmane Coulibaly et ses hommes sont soupçonnés par les organisations de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, International Crisis Group et Amnesty International, d'avoir commis de graves crimes internationaux à Mans et dans les environs, le 19 septembre 2002. Parmi ces crimes, Ben Laden et ses hommes sont accusés d'avoir pris systématiquement des civils pour cible et avaient, je cite, pris des femmes pour épouses en leur faisant subir des violences sexuelles répétées. Pièce 27-65, page 28-71. En mai 2011, Ben Laden était le commandant de l'ancien camp de la BAE, à Yopougon, jusqu'à la fin du mois de septembre 2012. Il y a torturé et fait procéder à des arrestations arbitraires généralisées. Le 15 août 2012, il a été placé à la tête des opérations menées à Dabou, où de nombreux civils ont été extorqués, arrêtés, torturés et assassinés. Human Rights Watch révèle, dans un rapport de 2011, les liens étroits qui unissaient Charles Taylor, Ousmane Coulibaly et les mercenaires libériens. Pièce de la Défense, 39-69, page 40-39. Il a été nommé le 26 septembre 2012 par Alassane Ouattara, préfet de la région de San Pedro. Chérif Ousmane. Chérif Ousmane dit Papa Guépard ou encore le nettoyeur est l'un des comzones les plus proches de Ouattara. D'homme des basses œuvres de Ouattara. Il a été le commandement de la zone de Boaké pendant toute la rébellion. Il fait face à une série d'accusations très graves pour sa participation à plusieurs crimes de sang. Par exemple, Human Rights Watch, dans un rapport de 2011, intitulé « Ils les ont tués comme si de rien n'était », cite un témoin direct l'impliquant dans l'ordre d'assassiner 29 personnes à Yopougon. Le 3 août 2011, Alassane Ouattara promeut Chérif Ousmane au rang de commandant au second du groupe de sécurité de la force républicaine. Issakia Ouattara, dit Ouattao. Ouattao était le commando de la zone rebelle 5, qui couvrait les circonscriptions de Séguéla et de Vavois. Il était par ailleurs le chef d'état-major adjoint du FAFN entre 2002 et 2011. Il est très proche de Guillaume Soro. Ouattao était impliqué dans de nombreux trafics dans le nord de la Côte d'Ivoire pendant toute la période de la rébellion, notamment le trafic de diamants. Un câble des renseignements français, câble diplomatique, explique, et je cite, « Concernant l'organisation financière de la rébellion, que Ouattao avait mis en place son propre système de racket et de pillage en s'enrichissant aux dépens des populations présentes dans la zone qu'il commandait pour les forces nouvelles. » Pièce de la Défense 0262. Il est soupçonné par International Crisis Group, dans un communiqué de 2008, d'avoir déstabilisé le processus de paix
à multiples reprises et d'être responsable du massacre de Bouaké en 2007. En 2008, Ouattao chasse Kone Zakaria afin de prendre le contrôle de mines de diamants. Il est aujourd'hui commandant second de la garde républicaine. Hosseini Fofana, dit l'intrépide Los, c'est l'un des hommes forts de la rébellion. Il contrôlait l'ouest montagneux avec ses nombreux trafics. Il a été commandant de secteur des forces Nouvel-Amand. En février 2009, lors des affrontements à Mans, les hommes de l'Hosseini Fofana ont déployé des mitrailleuses, monté sur des véhicules et des lance-roquettes dans les rues lors de règlements de compte entre forces nouvelles. En mars 2011, les mêmes troupes de l'Hosseini Fofana ont pris une part active dans les massacres commis contre les guérés à Douépoué, au cœur de leur progression vers Douépoué. Il a été promu par Alassane Ouattara et est désormais un des responsables des forces spéciales. Un rapport de Human Rights Watch de 2011 explique qu'il est toujours commandant des forces républicaines et qu'il a été nommé vice-commandant d'une force d'élite ivoirienne appelée à suivre une formation en France. Martin Kouakou Fofié. Il a participé dès 1990 au premier coup d'État contre le président Konan Bédié. Il est considéré comme l'un des piliers de la rébellion, en raison notamment de sa loyauté inébranlable envers Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles. Depuis 2002, Fofié dirige la compagnie territoriale Le Korogo, une unité militaire importante qui se livre à de nombreux trafics. Selon les Nations Unies, en 2004, il aurait fait tuer au moins 99 personnes, pour la plupart asphyxiées, après plusieurs jours de détention dans des conteneurs scellés, sans eau ni nourriture. Ces crimes auraient eu lieu lors d'un conflit entre factions de Guillaume Soro, dont il était l'un des proches, et la faction d'Ibé. Depuis 2006, Martin Kouakou Fofié est sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies, car, et je cite, les forces sous son commandement se sont livrées au recrutement d'enfants soldats, à des enlèvements, à l'imposition de travail forcé, à des sévices sexuels sur les femmes, à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires, des pratiques contraires aux conventions des droits de l'homme et au droit humanitaire international. Pièce 3486, page 35-25 de la Défense. En sa qualité de commandant de zone, basé à Korogo, Fofié s'est personnellement enrichi en se livrant par exemple à des activités de racket et de corruption. C'est lui qui deviendra le geôlier du président Gbagbo. Kone Zakaria, nous l'avons vu. C'est l'un des proches d'Alassane Ouattara, qui l'a financé depuis le début. Il était Komzone de la zone 5 à Séguéla. Il a été déposé par Ouattao à l'issue d'une guerre sanglante et s'est réfugié au Burkina. Zakaria Kone est au cœur de nombre de trafics dans le nord du pays, notamment de diamants. Mais surtout, c'est un initié d'Ozo. Il était à la tête d'une unité de 1500 d'Ozo, appelés les guerriers de la lumière, qui ont combattu avec les forces nouvelles au début de la rébellion armée de 2002. Il a été nommé par Alassane Ouattara commandant de la police militaire. Il est accusé d'avoir fait torturer et tuer de nombreux civils lorsqu'il dirigeait le camp d'Adjamé. Devant le tollé des organisations
de défense des droits de l'homme à cause de ces nombreuses exactions. Koné Zakaria a été muté début novembre 2012 au bataillon d'artillerie solaire, situé dans le camp militaire d'Akwedo. Celui-ci conserve toutefois des fonctions importantes puisqu'il est au cœur du dispositif sécuritaire d'Abidjan. Le procureur oublie d'expliquer qui sont ces anciens chefs de guerre, la manière dont ils se partagent le territoire dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, et les souffrances des populations civiles. Les rebelles sont donc les maîtres du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils y contrôlent les ressources naturelles et le commerce. Ils pillent, rackettent les populations civiles. Chacun ponctionne les richesses naturelles, contrôle le commerce des matières premières, taxe en toute liberté les marchandises. À la sortie de chaque ville, leurs soldats débraillés rackettent voitures, bus et poids lourds. Le témoin de la défense, P2, qui du fait de sa fonction à l'époque des faits, était très bien informé. Nous ne pouvons en dire plus en audience publique. Raconte clairement comment les rebelles se livraient systématiquement à des attaques de banditisme et s'en prenaient aux populations civiles afin de les dépouiller. Ayant réduit les populations, par la terreur, à leur remettre argent et biens, les rebelles désormais plus riches et plus puissants peuvent se livrer à des trafics de cacao, de café, de bois, d'essence, d'or, de diamants, de drogue et d'armes. Ce que confirme le témoin P3 de la défense. Il est d'ailleurs révélateur que le Burkina Faso devienne, à cette même époque, exportateur de cacao alors qu'il n'en produit pas. Concernant les trafics de diamants, un rapport d'un panel d'experts des Nations Unies, ayant enquêté en Côte d'Ivoire en 2005, nous informe que ce trafic génère des revenus très importants pour les rebelles. Un de ces chefs rebelles, qui s'est particulièrement enrichi, c'est Zakaria Koné, puisque, comme l'indique le témoin de la défense P2, ce dernier avait mis la main sur une mine de diamants. Ces diamants, provenant de zones contrôlées par les forces nouvelles, étaient ensuite vendus aux pays voisins, tels que le Mali et la Guinée, en violation de l'embargo des Nations Unies et en violation du processus de Kimberley. Il s'agit donc de diamants de sang. Chaque rebelle règne sur son territoire comme un seigneur sur son domaine, avec son armée et ses administrations parallèles, mettant en place une véritable économie féodale, selon les termes mêmes des experts des Nations Unies. De l'argent récolté, je cite un article du Monde, Abidjan n'en voit pas la couleur. Les populations locales non plus. L'argent était transféré au Burkina Faso, au Mali ou dans des paradis fiscaux. Pièce de la Défense 38-13. Par ailleurs, les seigneurs du Nord étaient soutenus par des puissances étrangères. Les rebelles étaient armés et entraînés au camp de Pau, au Burkina Faso et au Mali. Ils étaient équipés d'armes neuves et appuyés par les commandants provenant de plusieurs pays de la région. La France, elle, fournissait des armes à la rébellion. Par exemple, le témoin P2, et nous soulignons son importance, confirme que les autorités françaises, en 2005, réarmaient la rébellion. Le ministre de la Défense ivoirien de l'époque explique que des véhicules français ont été transférés
aux rebelles en 2009 et 2010. Par exemple, Cherif Ousmane a reçu beaucoup de matériel militaire français. Il y avait des canons et des blindés. Il y avait de tout, et beaucoup d'armes de guerre. J'étais à Séguéla, où j'en ai vu. À Bouaké, surtout, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu les entraînements dirigés par les officiers français à Bouaké. Pièce de la Défense 44-99, page 4503. Puisqu'ils étaient plus riches, les rebelles pouvaient recruter des hommes, qu'ils pouvaient armer, et donc disposer au fur et à mesure des années de troupes de plus en plus nombreuses, bien entraînées et armées. Le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, Je m'excuse de vous interrompre, j'avais compris que vous préfériez continuer lundi, alors comme ça. Oui. Non, mais qu'on allait aller jusqu'à 5 heures aujourd'hui. Oui, jusqu'à 5 heures et nous reprenons tout à l'heure. Oui, bien sûr. Voilà. Nous vous reprenons dans une demi-heure. Voilà. Merci. Si vous permettez, et on peut revenir et se poser la question. Je comprends la présentation de l'équipe de la défense, mais il va falloir qu'on en arrive en lien avec les accusations ou les charges. Je comprends que l'objectif politique qu'on veut mentionner, j'ai compris les déclarations d'ouverture ou liminaires, sauf que les charges sont assez circonscrites et précises dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'accusation aimerait recevoir une liste des acronymes, des codes témoins, avec le nom des témoins de la part de la défense. Vous pouvez nous l'envoyer par courriel, ou peut-être la Chambre également, pour qu'on fasse le lien entre qui sont P2 et qui sont P3, les codes dans e-court. Alors, pour ce qui concerne vos demandes, avec grand plaisir, nous vous renverrons tous les éléments nécessaires que vous avez déjà. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en écoutant jusqu'à la fin de la démonstration, vous comprendrez probablement où nous voulons en venir. Mais d'ores et déjà, vous avez bien compris qu'il s'agit de saisir les tenants et les aboutissants si l'on veut juger cette affaire, et non pas avoir une vue parcellaire et biaisée. Deuxièmement, le rapport, il est là quand on dit que des chefs soupçonnés de crimes de masse se sont livrés à des massacres à Yopougon au même moment où, selon vous, d'autres tuaient, alors il y a une impossibilité. Quelle est la vérité? La vérité se comprend lorsque l'on prend une certaine distance. La distance, nous vous la donnons. Vous n'avez pas fait d'exposé des faits qui soit impartial. Nous le faisons à votre place. C'est l'intérêt de tous ceux qui sont ici de comprendre ce qui se passe. C'est l'intérêt de la justice. Je vous remercie. On va suspendre maintenant pour une demi-heure et on recommence à 5. All rise, vous vous levez.